tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, la fin de la vidéo va vraiment vous laisser un goût très amer parce que c'est une enquête irrésolue. Mais en fait avec les coupables tout désignés qui sont encore en liberté. Mais bon, je suis sûre que vous vous ferez très rapidement votre propre opinion. Là, en fait, on va nager en pleine incompétence policière. Vous verrez comme ça que ça n'arrive pas qu'avec la gendarmerie. Bon, bref, aujourd'hui, les personnes sensibles vont devoir s'abstenir parce qu'il y aura vraiment des photos très choquantes. Mais je suis sûre qu'on se reverra très vite pour une nouvelle vidéo. Un petit rappel, vous pouvez vous abonner, liker, partager et aussi me laisser vos avis sur toutes les affaires que je fais en commentaire sur YouTube. Ou alors, vous avez l'Instagram et le Twitter. D'ailleurs, sur cette affaire, je vais peut-être vous demander votre avis. Allez, on y va parce que ça va être assez long. Aujourd'hui, on va donc partir dans le Tennessee, juste à côté de Smilesville. C'est un endroit que j'adore. C'est vraiment magnifique. Et là, on va aller plus exactement au Center Isle Lake. Donc, c'est un lac gigantesque. Il mesure 5630 km². Soit 7370 hectares. Donc vous voyez le genre, c'est énorme. En tout cas, c'est là-bas que se produit tous les ans le Wake Fest. Alors c'est un festival qui se passe fin juillet sur 3 jours. La plupart de ceux qui vont ont approximativement la vingtaine. Le festival est non-stop, jour et nuit, avec quasiment aucune règle ni mesure de sécurité. C'est un peu tout est permis, vous voyez. L'événement rassemble plusieurs milliers d'ados chaque année. Par exemple, juste en 2022, il y a eu plus de 3000 participants. Somebody save your soul cause you've been sinning in the city. I know too many troubles, all these lovers got you losing control. You like a drug to me, a luxury, my sugar and gold. Enfin bref, nous allons maintenant retourner en 2015. Lori Nagy, donc une jeune femme de 21 ans qui a tout pour elle. Elle est belle, intelligente, elle a un petit ami qu'elle aime, elle s'entend avec tout le monde. Elle étudie la justice criminelle à l'université et c'est terrible en fait, vous comprendrez pourquoi par la suite. Et mi-juillet 2015, donc Lauryn décide d'aller au festival, donc le Wakefest. Malgré ses 21 ans, elle demande quand même à sa mère si elle peut y aller. Ouais, c'est qu'en fait toutes les deux elles sont très fusionnelles. Lauryn a essayé de rassurer sa mère en lui disant qu'elle partait avec son amie Anna Palmer, ce qui a eu l'effet totalement inverse. Ça a encore plus inquiété sa mère, si vous voulez. Pas de peau. En fait, Lauryn et Anna se connaissent depuis plus de 10 ans. Elles habitent pas loin l'une de l'autre, mais Anna, c'est le genre de copine qui te parle en fait quand elle a rien d'autre à foutre ou entre deux petits copains, vous voyez. Donc il y a mieux comme camarade. Clairement, en fait, Lauryn était le bouche-trou d'Anna. Enfin bref, dans tous les cas, Sherry, la mère de Lauryn, n'a pas du tout confiance ni en Anna Palmer, ni en ses fréquentations. Mais après, bon, voilà, sa fille, elle a 21 ans, elle est majeure et vaccinée. En plus, Lauryn lui dit qu'elles vont dormir dans un chalet, juste pour une nuit, la nuit du samedi au dimanche. Et vu qu'elle avait en fait des plans avec Chase le lendemain. Chase, c'est le petit copain de Lauryn. Donc au final, Sherry se dit que sa fille, elle est en âge de prendre ses propres décisions, donc elle accepte. Le samedi 25 juillet 2015, avant que sa fille monte dans la voiture d'Anna, Sherry lui dit « Ma chérie, sois prudente, amuse-toi bien, on se voit demain et prends des décisions intelligentes. » Puis elles se sont fait en fait un câlin. Sherry, en fait, elle avait un très mauvais pressentiment. Lauryn et Anna, elles ont donc pris la route. Sur le trajet, elles se sont
éclatée, il n'y a pas d'autre mot. Elles postent même des publications sur Facebook, elles sont vraiment enchantées. Une fois sur place, Lauryn et Anna rejoignent le nouveau petit copain d'Anna, qui s'appelle Aaron Lilly. Lui, il était avec un certain Christopher Stout, donc un gars que les deux filles ne connaissent ni d'Ève ni d'Adam, voyez. Les deux garçons passent la journée à faire du wakeboard et, aimant l'adrénaline, ils ont décidé de sauter d'une falaise. Alors, juste pour info, les falaises du Center Hill Lake sont très escarpées et l'eau qui les entoure est bourrée de roches dissimulées. Donc c'est très con de sauter. Bien qu'elle appréhende, Lauryn décide de faire comme tout le monde. C'est très con, mais bon. Elle saute et paf! En bas, elle se serait apparemment cognée le bas de la tête sur une des roches dissimulées en question que je vous parlais. Selon le groupe, elle serait restée juste sonnée quelques secondes. Alors c'est étrange vu la hauteur des falaises qu'elle soit tout simplement sonnée après être atterrie la tête en bas dans un rocher. Mais bon, admettons. La bande des quatre continue donc à s'amuser. Alors que moi, perso, je crois que je serais encore au téléphone avec les pompiers si mon ami s'était écrasé sur un rocher. Mais bon, en tout cas, eux, ils se sont rendus dans un bar de la marina. Christopher n'a pas arrêté de faire des avances à Lauryn, mais cette dernière l'a repoussé constamment. Bah oui, déjà, elle avait un copain et en plus, elle n'était pas séduite du tout. Une connaissance de Lauryn, qu'elle a retrouvée justement par hasard à l'événement, qui s'appelle Cassie Franks, dira que Christopher était très insistant dans ses propositions de romance. Ce qui avait le don d'agacer sérieusement Lauryn. Vers 2h du matin, le groupe décide donc d'aller se coucher. Mais là, surprise pour Lauryn, ils ne partent ni dans un chalet, ni sur un bateau. Il n'y a plus de place, c'est tout simplement complet. Ils vont camper en haut d'une falaise étroite et dangereuse qui surplombe le lac. La falaise en question fait 27 mètres de haut d'un côté et 14 mètres de haut de l'autre, rien que ça. Sans compter que Lauryn est censée partager un hamac avec Christopher. Donc là, vraiment, misère, c'est le pompon. Hein. Lauryn a carrément pas envie et en plus, elle n'est pas rassurée. Donc, elle va demander à son amie Cassie si elle peut aller dormir avec son groupe. Mais malheureusement, il n'y a plus de place non plus. Cassie, soi-disant, a eu peur pour son amie parce qu'elle avait déjà dormi donc, sur cette falaise en question lors d'un festival précédent et s'était promis de ne plus jamais y retourner. Alors là, ça finit Lauryn d'apprendre ça, hein, tu m'étonnes, et du coup, déçue et fâchée, elle est retournée avec son groupe où suite à ça, une violente altercation a éclaté parce que Lauryn, elle voulait rentrer chez elle. Mais ses amis refusent. Ils veulent même pas lui filer les clés de la bagnole pour qu'elle aille dormir dedans. Donc vraiment très ravissant, ses camarades, c'est fou. En fait, ils laissent pas le choix à Lauryn, clairement, d'aller sur la falaise et ils finissent donc par prendre un bateau pour se rendre au campement. Oh my gosh, this is crazy. We're doing a trap. Quand ils arrivent, Lauryn s'aperçoit qu'elle doit dormir dans un hamac quasiment suspendu dans le vide. Attaché vite fait à deux arbres ridicules. Donc, de mon avis, vous voyez la photo vous-même, enfin vous faites votre opinion, mais je pense que c'est quasiment suicidaire. Voilà. Anna et son copain Aaron, eux, dorment tranquilles dans une tente. Tandis que Lauryn doit donc partager cette sorte de hamac avec Christopher, la personne qui lui a fait des avances tout au long de la soirée et qu'elle avait sans cesse évité et repoussé. Donc là, Lauryn, elle était vraiment en très mauvaise position. Sans compter que j'ai oublié de préciser, mais c'est un endroit où il n'y a même pas de toilette. Malgré tout, Lauryn encaisse le coup et puis elle se dit en fait ouais vas-y c'est juste pour une nuit donc voilà.
Quelques heures plus tard, Anna, Aaron et Christopher se réveillent. Et ils ne trouvent pas Lauryn, mais ils trouvent par contre ses chaussures, son téléphone et ses affaires qui sont encore toujours tous en dessous du hamac. Or, pour partir, c'est simple, t'as que 2 options. Descendre en rappel sur une pente dangereuse qui est une vraie jungle en fait, un enchevêtrement d'arbres et de buissons, sans compter que c'est bourré de serpents, enfin, vous voyez le truc. Ou alors, la deuxième option, c'est s'élancer de l'autre côté de la falaise pour une chute effrénée de 14 mètres en tombant comme un crouton dans la soupe, même si tu as la chance d'éviter les roches dissimulées sous l'eau. Malgré que Lauryn ne soit ni abrutie ni suicidaire, les 3 jeunes, donc Anna, Aaron et Christopher, ne s'inquiètent pas de son absence et se disent qu'elle a dû retourner au bar. Alors là, y a encore 2 options, hein. Soit ils sont cons, soit ils le font exprès. Parce que je tiens juste à préciser que le bateau, il était encore présent. Donc si elle était retournée au bar, elle serait partie à la nage. Et la distance à parcourir est énorme. Vous vous souvenez de la superficie du parc, c'est pas pour rien qu'ils sont allés au campement en bateau. Et à la nage, tu as un risque énorme de mourir en étant percuté par un bateau ou charcuté par une hélice. Et Lauryn le savait très bien. Enfin voilà. Aaron, Christopher et Anna, eux, retournent s'amuser au Wakefest comme si de rien n'était. De son côté, Sherry, elle, commence réellement à s'inquiéter car on est le dimanche matin et elle n'a toujours pas de nouvelles de sa fille. Lauryn n'a pas répondu à ses appels et à ses messages depuis la veille et ce n'est pas du tout son habitude de la laisser sans nouvelles. Et en plus, Sherry, dans la nuit, elle s'est réveillée en sursaut et elle n'a pas pu se rendormir. Elle était vraiment pas bien et ce qui n'est pas son habitude non plus. Au même moment, mais cette fois-ci sur le lac, Lynn Blair et son fils Dylan, qui ont l'habitude d'aller pêcher dans le lac le dimanche matin, sont sur leur bateau et pêchent tranquille. Même pendant le Wakefest, en fait, la pêche est autorisée. Hein. Là, en se rapprochant des falaises, les Blair voient un short rose dans l'eau et ils découvrent que c'est un corps. Immédiatement, ils font le 911. La police perd pas de temps et l'officier Chris Yarchuk est donc le premier prévenu et il arrive également en premier avec l'officier Ryan Melanson. Alors que les 2 policiers donc arrivent sur les lieux, Chris Yarchuk se fait interpeller vite fait par un gars en train de faire du paddle qui lui dit « Hey, ça pourrait être une de nos amies là-bas !» Et ce jeune en question, c'est qui ? C'est Aaron. Ce qui est vraiment très bizarre, c'est qu'en fait, de l'endroit où Aaron se trouvait, il ne pouvait pas voir le corps. Et en plus de ça, personne n'était au courant que c'était un cadavre, hormis, bien sûr, les pêcheurs et les policiers. Donc, comme par hasard. En tout cas, Yarchuk a pu prêter attention à Aaron et lui et Melanson se sont dirigés vers l'endroit qu'on leur avait indiqué. À son tour, Yarchuk aperçoit un short rose dans l'eau et malheureusement, je pense que vous vous en doutez, c'est Lauryn. Même si c'est pas dans sa juridiction, Yarchuk commence à prendre des notes parce qu'il est persuadé qu'il a affaire à une scène de crime. Pourquoi ? Parce que déjà, Lauryn a plusieurs hématomes. Elle a du sang derrière la tête et sur son épaule. Elle a une trace de morsure à la poitrine et une sorte de triangle sur la peau. Donc évidemment, là tout de suite, les policiers se mettent à interroger les dernières personnes qui ont donc vu Lauryn, donc Anna, Aaron et Christopher. Leur version est qu'ils étaient tous les 4 très alcoolisés quand ils sont revenus au campement. Ils ont commencé par interroger Anna. Elle a dit que Lauryn et Christopher dormaient dans le hamac, alors que elle et Aaron dormaient dans la tente et que quand ils se sont réveillés, Lauryn s'était volatilisée. Elle déclare
Je me suis réveillée et j'ai réveillé Christopher et je lui ai dit « Où est Lauryn ?» Et il a répondu « Elle s'est levée, mais il y a un moment et je ne l'ai pas sentie. » Je lui ai demandé « Il y a combien de temps ?» et il a dit qu'il ne savait pas. Anna ajoute aussi qu'elle était assez inquiète, surtout que les chaussures, le sac à main et le téléphone de Lauryn étaient toujours au campement, donc sous le hamac, mais qu'aucun d'eux avait alerté les autorités puisque Lauryn leur avait dit la veille qu'elle avait rencontré quelqu'un et que c'est sûrement en fait ce qu'elle aurait fait et qu'elle aurait descendu la falaise toute seule dans la nuit. Quant à Christopher, lui déclare « Nous sommes redescendus sur le pont, nous avons attendu, et elle n'est jamais venue. » Aaron, lui, certifie que quand ils sont revenus au camp, Lauryn pleurait parce qu'elle avait vu son ex et qu'elle avait essayé de recoller les morceaux avec son ex, mais ça n'avait pas marché, il l'avait rembarré. Enfin, voilà leur première version, parce que de toute façon, après, ça n'a pas arrêté de changer. Alors que Lauryn soit dépressive parce qu'elle s'est pris un râteau par son ex, c'est totalement bidon. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'elle était déjà en couple à la base et qu'elle aime son copain. Une fois partis tous les trois avec l'officier Chuck, leur version s'est alignée subitement, bizarrement. Pendant ce temps-là, donc chez Sherry et Mike, donc les parents de Lauryn, ça panique. Et ils sont sur le point d'aller chercher Lauryn carrément quand les officiers arrivent et leur annoncent que Lauryn a eu un accident et qu'elle est à l'hôpital. Une fois arrivés après une longue attente, évidemment, comme partout, le détective Jeremy Taylor, présent à l'hôpital, leur dit que Lauryn n'a pas survécu. Il leur explique que leur fille avait sauté d'une falaise un peu plus tôt et qu'elle s'était cognée la tête et avait peut-être eu une commotion. Puis, que plus tard, elle dormait dans le hamac avec Christopher Stout et qu'elle avait dû, en étant alcoolisée, avoir envie d'uriner et est tombée de la falaise pour ensuite atterrir dans l'eau. Comme si elle avait juste eu la poisse, quoi, vous voyez. Sherry, donc frappée par le fait que le détective parle de ce scénario en étant si sûr de lui, alors qu'en fait le corps il avait été juste découvert quelques heures plus tôt et il avait même pas encore été autopsié, quoi. Donc ça respire pas vraiment l'intelligence. D'ailleurs, Sherry dira plus tard, l'enquête était close avant d'avoir commencé. La première question qu'elle lui pose, c'est où sont les gens qui étaient avec elle? Alors justement, à ce moment-là, on peut penser qu'ils sont à l'hôpital ou à la police, enfin du moins sous surveillance ou même ne serait-ce que alarmés ou un minimum peinés de la situation. Eh ben non, pas du tout. C'est tout l'inverse. Ils en ont strictement rien à foutre. La preuve, Sherry va sur l'Instagram de Christopher et elle voit un post concernant donc les trois amis disant « Best weekend ever ». Ce qui veut dire meilleur week-end que jamais. Alors si c'est pas se foutre de la gueule du monde, ça, sérieusement. Mais encore pire, c'est que ça a été posté le lendemain de la découverte du corps de Lauryn. Un autre post du 3 amis a été aussi mis le lendemain donc de la découverte macabre, disant « Le Wakefest 2015 a été particulièrement bon cette année. J'ai rencontré quelques nouveaux amis qui l'ont rendu génial. » Ouais, alors là, sans commentaire. Effectivement, Anna, Aaron et Christopher sont restés s'amuser au festival. Par la suite, aucun des trois ne viendra à l'enterrement de Lauryn. Après une courte enquête, le shérif du département de DeKalb dira qu'il n'y a aucune preuve que ce soit un crime et qu'il pense que Lauryn a accidentellement glissé de la falaise. Le médecin légiste, lui, détermine que la mort est un accident, qu'elle a chuté de la falaise, a atterri sur des rochers et a terminé dans le lac. Elle serait morte à cause d'un violent traumatisme contondant et peut-être aussi qu'elle a fait une noyade sèche parce qu'elle n'avait pas d'eau dans les poumons.
Elle avait aussi un taux d'alcool supérieur à la limite. Voilà, c'est tout. Top. 2 jours après, Sherry reçoit un appel étrange. C'est Ryan Melanson. Vous vous souvenez, c'est l'officier en fait qui est arrivé en premier sur les lieux avec l'officier Yarchuk. Il lui dit donc au téléphone que lui et Yarchuk ne croient pas du tout que la mort de sa fille soit un accident. Il lui explique qu'ils ont été les premiers sur les lieux mais n'ont jamais été interrogés. Déjà, ça c'est vrai que c'est pas super intelligent de la part de ceux qui ont mené l'enquête. Mais bon. En tout cas, il lui dit au téléphone « Vous ne me connaissez pas, mais j'ai besoin de vous dire que l'enquête sur la mort de votre fille n'a pas été menée correctement. Je veux que vous sachiez que je pense qu'il y a des gens qui étaient avec elle qui sont d'une manière ou d'une autre impliqués. Peut-on se rencontrer quelque part afin que je vous explique ce que j'ai vu ?» Alors là, après ce coup de téléphone, c'est vraiment une plaisante nouvelle pour Sherry qui n'était pas super convaincue à la base par la théorie de l'accident. Alors Sherry rencontre donc Melanson et Yarchuk. Voici donc un concentré de la confession des 2 gaillards. Quand Yarchuk est arrivé sur les lieux, il y a vu 2 jeunes hommes, un sur un paddle et un sur un canoë, donc qui passaient du bon temps près d'une péniche en train d'attendre, tout en regardant directement l'endroit où le corps était. Quand Yarchuk est revenu près de la péniche, les 2 hommes ont commencé à crier « Notre ami a disparu, notre ami a disparu !» Mais bon, l'officier Yarchuk, qu'il ne faut pas prendre pour un jambon, pour lui, ça semblait être monté de toutes pièces. Melanson lui explique qu'il a passé du temps avec les 2 lascars, donc Aaron et Christopher, donc sur la scène du crime, et que les 2 avaient l'air très très nerveux. Ils ne semblaient pas avoir d'empathie, même aucune, concernant la mort de Lauryn. Leur langage corporel ne semblait pas du tout adapté. Il dit que quand il les a pris sur le bateau, Aaron a dit à Christopher « Tais-toi, laisse-moi parler, ne dis rien ». Pour Melanson, il y a des signaux qui ne trompent pas. En plus de ça, il a une image qu'il ne peut pas s'enlever de la tête. L'abdomen de Lauryn, le triangle à l'intérieur du triangle, la photo que je vous avais mis. L'autopsie a mentionné donc cette marque, mais pas le rapport de police. Melanson explique la photo de l'abdomen avait un V parfait et que ça pourrait être une poignée. Il rajoute « Quiconque a déjà vu un canoë reconnaîtra que cela ressemble à l'arrière ou à l'arc d'un canoë. » C'est comme si quelqu'un l'avait couchée en fait sur le rebord du canoë après qu'elle soit morte. Le corps a donc commencé à être livide et le sang s'est donc accumulé et a laissé cette marque. C'est une capture parfaite de ce motif et c'est certain pour moi, c'est une preuve clé dans cette affaire. Melanson continue son récit en expliquant à Sherry que quand les 3 jeunes étaient donc seuls avec lui sur le bateau, il a entendu une des choses les plus déconcertantes qu'on ne lui ait jamais dit. À un moment, Aaron regardait mon arme à feu et je lui ai demandé « Et à quoi tu penses ?» Et il a répondu qu'il réfléchissait à comment me prendre mon arme et partir de ce bateau. Ce à quoi j'ai répondu que ça n'allait pas arriver. Environ 10 minutes plus tard, il a redit exactement la même chose, il voulait sortir du bateau. Melanson explique qu'il a raconté tout ça au shérif Patrick Ray, donc la personne en charge de l'enquête, mais il s'en foutait un petit peu. À tel point que quand Patrick Ray a déposé son action donc en civil, il ne se souvenait plus des noms d'Aaron, Christopher et de Melanson. Hallucinant. Il ne se souvenait même pas du nom de l'officier.
C'est pas un génie, hein, lui, sérieusement. Hein. Surtout que ce Patrick Ray avait auditionné donc Aaron et Christopher et il a été incapable de se souvenir des 3 noms. Ses facultés de souvenance avaient dû aussi rendre l'âme. Il apparaît aussi que dans cette enquête bien foirée, contrairement à toute procédure normale, aucune preuve n'a été ni étiquetée ni empaquetée. Donc au revoir les preuves. Hein. Aucun échantillon d'ADN n'a été prélevé, y compris sous les ongles de la victime. Les empreintes non plus n'ont pas été prises sur les objets personnels. Et aucun test n'a été fait sur le corps de Lauryn afin de savoir si elle avait été violée ou non, le rape kit. Pourtant, Yarchuk avait demandé de le faire. Et devinez pourquoi ils l'ont pas fait. Moi, c'est la première fois que j'entends ça. Hein. Et ben, figurez-vous qu'ils ne l'ont pas fait, c'est dénué d'intelligence volontaire ou non, parce qu'elle avait un tampon et un short. Ça n'a pas de sens. C'est dingue. Mais j'ai pas fini. Les officiers en charge de l'enquête ne prenaient pas de photos de la scène de crime, mais des selfies d'eux en haut de la falaise. Ça n'a pas de sens. Même avec la gendarmerie, j'ai jamais vu ça. Des messages du téléphone de Lauryn ont été effacés et ils n'ont pas essayé de les récupérer. Les appels au 911 ont été perdus. Des dépositions et notes n'ont pas été prises et les interrogatoires n'ont pas été enregistrés. C'est totalement absurde. Quand j'ai entendu ça, j'étais comme 2 ronds de flanc. En 2015, franchement, je trouve ça sidérant, ça n'a pas de sens. D'ailleurs, Sherry, qui était déjà pas super convaincue de la théorie de l'accident à la base, là, franchement, toutes ces informations confirment ses craintes. La mort de sa fille n'est pas un accident. Personne n'a enquêté correctement et cette enquête a été souillée. Il n'y a pas d'autre mot, souillée. Elle va alors aller supplier le shérif, donc Patrick Ray, de rouvrir l'enquête, puis plaide après auprès du procureur, donc Brian Dunaway, mais les 2 hommes refusent. Sherry décide alors donc d'engager Sheila Wajewski, donc une détective privée, afin qu'elle fasse sa propre enquête. Cette détective se rend donc compte que Sherry n'avait toujours pas récupéré les affaires de sa fille. Elle a localisé des témoins et rassemble des preuves. En voyant les photos de l'autopsie, elle remarque elle aussi une étrange donc morsure sur l'un des seins de Lauryn. Et en plus de ça, elle pense que son corps montre des signes d'étranglement. Elle dira quelqu'un l'a étranglée, soit quelqu'un l'a maintenue, soit quelqu'un l'a étranglée. Mais le docteur Jonathan Arden, donc le médecin légiste, n'est pas d'accord avec cette idée. Il déclare, lui, que les preuves sont en accord avec l'hypothèse d'une chute depuis la falaise. Et que concernant donc du coup cette morsure, il n'est pas du tout convaincu que ce soit une trace de morsure. Enfin voilà, de toute façon, les déclarations du légiste ne concordent pas du tout avec la configuration des lieux. L'endroit où les 4 jeunes campaient et pas une falaise à pic qui mène directement dans l'eau en fait si on tombe. C'est une pente couverte de broussailles, d'arbres et de rochers. Alors, donc, pour appuyer ses propos, la détective fait le test avec un mannequin pour voir si c'est possible donc de chuter directement dans l'eau. Après ce test, donc, elle déclare « La police a dit qu'elle était tombée de la falaise. Ok, mais d'où elle est tombée exactement? Montrez-moi les photos de son sang sur les rochers. Montrez-moi les bradis cassés. » Par ailleurs, Lauryn était pieds nus et elle aurait dû donc avoir plusieurs coupures, mais rien, ses pieds, ils étaient nickel. Alors, pour essayer de clarifier cette affaire plus qu'opaque, la détective interroge donc les témoins. Elle commence par Anna Palmer. Alors,
Celle-ci lui sort qu'ils n'ont pas appelé la police parce qu'ils pensaient que Lauryn se baladait. Elle déclare: tout le monde était en train de me dire, tu sais, vas-y, t'inquiète pas, Lauryn c'est le genre de fille qui se fait des amis facilement. Donc je me suis dit, ok, vas-y, je vais juste essayer de garder mon calme. Elle continuera en disant: j'ai cherché autant que j'ai pu, mais sans non plus aller jusqu'à fouiller dans chaque bateau, hein, vous comprenez, hein, je me suis dit qu'elle nous trouverait. Et là, pas de bol, en plein milieu de l'entretien, le téléphone d'Anna sonne, et là, la détective entend Aaron au bout du fil qui lui dit: tiens-t'en à la version originelle des faits. C'est quand même louche, non? Un autre témoin donc sortira à la détective qu'il a vu un homme blanc nager et monter donc sur le ponton. Donc c'était la nuit de la disparition de Lauryn. Cet homme aurait nagé depuis les côtes de la falaise jusqu'au ponton. Ce témoin pense qu'il s'agit d'Aaron. Alors, Kana, Christopher et Aaron ont juré par la Vierge à la police qu'ils étaient tous au lit. Enfin, peu importe. Vu qu'au final, de toute façon, le département du shérif dit qu'ils ont fait tout leur possible pour l'enquête et qu'il n'y avait pas de crime. Sauf que, ils n'ont même pas parlé à la dernière personne qui a vu Lauryn vivante. C'est Evan Shelton. Il racontera à la détective: je suis sidéré. Lauryn est partie du bar dans un très bon état d'esprit et elle n'était pas alcoolisée. Elle était normale. C'était une Lauryn normale. Suite à tous ces témoignages, Sherry fait une demande afin d'obtenir donc tous les appels au 911 qui ont pu être passés donc cette nuit-là. Mais ils lui ont dit qu'ils avaient tous été perdus, comme par hasard. Elle finit donc par apprendre aussi à ce moment-là qu'Aaron et Christopher avaient un passé judiciaire. Aaron y était en probation pour des faits de violence conjugale et Christopher, il avait eu une violente altercation qui lui avait lui aussi valu une probation. Donc, Sherry, où le terme déçu ne serait pas suffisant pour exprimer son ressenti à ce moment-là, décide donc d'engager des experts en hydrologie afin de savoir donc si l'endroit où on a retrouvé le corps dans l'eau de sa fille était donc en adéquation avec le lieu et le courant. Eh ben non, même pas du tout. Si Lauryn était effectivement tombée de la falaise, elle se serait retrouvée à l'opposé, du côté marina. Donc par-dessus le marché, son corps serait allé à contre-courant. Malgré tout ce qu'on leur fout sous le nez, le département du shérif continue donc à défendre son enquête en continuant d'affirmer que ce ne sont pas des preuves qui supportent donc l'hypothèse que ce soit un homicide ou un crime. Ils essaient aussi de s'expliquer sur les triangles, vous savez, sur l'abdomen de Lauryn, en disant que les marques ont été faites quand le corps a été rapatrié. Ça n'a pas de sens. En décembre 2016, voyant que toutes leurs tentatives sont infructueuses, Sherry et son mari intentent une action en justice pour mort suspecte contre Anna, Aaron et Christopher. Durant leur déposition, ils invoquent tous le 5e amendement. Alors c'est leur droit de ne pas répondre. Et regardez à quelle question Anna invoque son 5e amendement. C'est dingue. Did you, Hannah Palmer, intentionally kill Lauren H? The answer in the complaint, the answer in the deposition, the answer is the discovery. Because I cannot answer that question because I'm asserting my Fifth Amendment rights. Pour ceux qui ne lisent pas l'anglais, la question était: Anna Palmer, avez-vous intentionnellement tué Lauryn Hadji? Ce à quoi donc elle a fait valoir son droit au 5e amendement.
Alors là, maintenant, au point où on en est, je pense que celui ou celle qui a aucune opinion sur l'histoire qui m'appelle, hein. Mais bon, l'opinion, en tout cas, du juge à ce moment-là, donc concernant les preuves fournies par l'avocate de Sherry et des nouveaux témoignages, sont ridicules. Ce sont ses mots exacts. Il a dit que c'était ridicule. Alors c'est triste. The court finds that the plaintiff has not produced any shred of evidence that anyone intentionally harmed Miss H. C'est vraiment triste. En tout cas, pour Sherry, il n'y a pas photo, corrompu ou non, le juge, il est clairement du côté des 3 accusés. Hein. À la suite de ce jugement, les poursuites ont été donc rejetées contre les 3, hein, Aaron, Christopher et Anna. Donc bravo la justice. Suite à ce fiasco donc judiciaire, Anna va en profiter donc pour faire une déclaration à ABC. L'immense tristesse que j'ai ressentie lorsque j'ai appris la mort de ma meilleure amie, Laureen Hadji, n'a eu d'égal que la peine que l'on puisse penser que j'ai pu contribuer à son trépas. J'aimerais remercier tous ceux qui sont restés à mes côtés et m'ont cru alors que je plaçais ma foi en Dieu et au système judiciaire pour une résolution. La décision de la Cour en ce 24 mars a été en ma faveur et me permet de regarder vers l'avenir. Cependant, pas un jour ne passe sans que je pense à elle ou à cette terrible tragédie qui a eu lieu. J'aimerais adresser mes plus profondes condoléances à la famille de Laureen pour leur perte et j'espère qu'ils finiront par trouver la paix qu'ils méritent. Je ne cesserai jamais de prier pour ma magnifique amie Laureen et sa famille et tous ceux qui sont en deuil de sa mort, tout comme je le suis. C'est moi ou elle prend les gens pour des cons? Évidemment, Sherry fait tout de suite appel. Et la cour donc d'appel de Nashville critique violemment la décision du juge Young, entre autres pour abus de pouvoir, décision illogique et irresponsable d'ailleurs, ou encore évaluation erronée des preuves. Donc ça, pour la cour d'appel, Sherry a de très bonnes raisons de faire des poursuites donc pour la mort suspecte avec toute cette enquête foireuse. Malheureusement, Sherry apprend qu'elle doit choisir entre les poursuites judiciaires ou continuer à médiatiser l'affaire. Et là, elle décide d'abandonner les poursuites contre Anna, Christopher et Aaron. J'ai pas compris. Elle a décidé de se consacrer au podcast et à la médiatisation des faits. Elle a dit que la justice n'avait rien fait pour elle et que depuis qu'elle médiatisait donc la mort de sa fille, elle avait beaucoup plus de retours et de témoignages. C'est très con. De rien. Mais n'empêche qu'on est en 2022 et rien n'a bougé avec ces podcasts. Il y a eu une rumeur d'un pauvre type là qui traînait sur le festival. C'est un gars en piteux état en fait, qui a fait 10 ans de prison. Il s'appelle Braxner Gambrel, mais merci, au revoir. Cette piste, elle était bidon. En fait, là, clairement, un petit résumé. Taylor, donc le brillant policier qui s'est occupé de l'enquête, a fini par admettre qu'il n'avait pas fait grand-chose. À la bonne heure! Il a reconnu que son enquête ne respirait pas l'intelligence. Il n'a pas écouté les appels au 911 ce soir-là. Il n'a pas regardé s'il y avait du sang sur le campement, ce qui est un point central donc, dans cette affaire. Il avoue qu'il n'a pas fait grand-chose et qu'il n'avait pas les compétences pour mener à bien cette enquête. Ah ça, c'est sûr. Il admet qu'il n'avait jamais conduit une enquête criminelle, donc du coup, il ne savait pas trop ce qu'il devait faire. Bon, je dirais qu'il n'avait pas besoin de l'admettre, hein, je pense qu'on l'avait bien tous remarqué. Hein. À chaque fois donc qu'on lui posait des questions, ce génie répondra « je ne l'ai pas fait » ou « je ne sais pas ».
Donc c'est triste parce que l'enquête serait probablement résolue si c'était un officier compétent qui avait enquêté. Quant à Sherry, moi franchement j'ai pas compris qu'elle ait préféré passer dans les médias qu'au tribunal. Je veux pas la blâmer, on sait pas comment on réagirait, mais j'avoue que ça me dépasse un petit peu. Parce que là, les potentiels coupables vivent leur vie tranquille sans être inquiétés. Ils sont même pas passés au détecteur de mensonges ni quoi que ce soit. Enfin bon, je suis pas enquêtrice, j'ai pas la prétention de l'être. Mais par contre, dans cette affaire, pour moi, tout a été bâclé. Christopher Stout, lui, a fait un joli petit séjour en tôle pour 3e récidive de conduite en état d'ivresse. Il a fait 1 an, il est sorti en juin 2018. Quant à Aaron, Lily et Anna Palmer, maintenant, eux, ils sont toujours ensemble, mais ils se sont fiancés. Alors voilà, je vous ai raconté donc l'affaire Lauryn Hadji, qui à l'heure actuelle est toujours non résolue. Mais je pense que vous êtes plus ou moins facilement tous fait votre propre opinion. Pour ma part, je pense que les 3 sont clairement coupables. Je pense que Christopher a voulu passer à l'acte suite aux avances qu'il avait fait à Lauryn toute la soirée et que Lauryn a refusé et qu'il l'ait probablement violée et on connaît la suite. Après, je pense aussi qu'Aaron et Anna ont un sérieux rôle à jouer aussi dans l'histoire. Je pense pas qu'ils couvrent tout simplement en fait leur pote. C'est peut-être même pas un viol, mais peut-être même une altercation qui a mal tourné. Parce que souvenez-vous, Lauryn, le soir même, elle voulait rentrer chez elle. Je pense même qu'ils ont tous un rôle à jouer dans cette terrible tragédie. D'ailleurs, c'est Aaron qui a été aperçu par le témoin en train de nager dans l'eau. Et l'endroit, sérieusement, il était si petit que si Lauryn, elle avait été agressée, juste par Christopher en criant, les 2 autres dans la tente juste à côté, ils l'auraient forcément entendu. Donc voilà, je pense que tous les 3, ils sont clairement coupables. Et vous ? En tout cas, j'espère que pour la famille de Lauryn et pour Lauryn, un jour sa mort soit donc élucidée, que quelqu'un parle, parce que maintenant je pense qu'il n'y a plus que cette solution. Quand on pense que Lauryn, sérieusement, elle étudiait la justice criminelle, c'est juste dingue. Enfin voilà, j'ai fini. Pensez à l'abonnement si mon histoire vous a plu, au like aussi. Je ferai d'autres affaires irrésolues, mais celle-là pour moi, elle est résolue à moitié, sauf que les coupables, voilà, ils sont encore en liberté. Une affaire qui, si j'avais à décrire, elle est... À mon avis, c'est l'adjectif le plus approprié. Faites gaffe à vous. Bye. You think she went back after y'all went to the cliff? I honestly don't know. My honest opinion is she got up to go to the bathroom and slipped. Check. I know she probably went to pee, but she didn't have her shoes, she didn't have her keys, wallet, phone, and she would not leave without that stuff.